Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo, surtout pour fêter quelque chose d'aussi symbolique pour moi, c'est-à-dire d'avoir passé le cap des 20 000 abonnés sur YouTube. Je trouve que c'est exceptionnel, je m'attendais tellement pas à ça quand j'ai créé cette chaîne YouTube que pour moi c'est juste incroyable. 20 000 personnes qui me suivent, 20 000 personnes. Il y a quelques temps maintenant j'avais lancé un post sur YouTube pour vous demander si vous aviez des questions à me poser et j'avais fait pareil sur Instagram. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions donc déjà merci pour ça. Je vous cache pas que je suis pas hyper à l'aise de tourner cette vidéo parce que c'est la première fois que je me mets face caméra et que j'ai pas de script à suivre. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais avant de commencer cette chaîne YouTube j'étais vraiment pas team réseaux sociaux, j'étais plutôt le genre de personne qui vivait dans l'ombre et qui s'exposait pas du tout. Je suis quand même assez réservée sur ce genre de plateforme en général. Ça peut paraître un peu contradictoire quand on fait de la création de contenu, mais je vous assure que c'était le cas. Donc là, le fait de sortir un peu de ma zone de confort et de répondre spontanément sans script, ça va me faire bizarre. Donc j'espère que ça vous plaira quand même et puis merci pour votre bienveillance. Parmi toutes les questions qui m'ont été posées, il y en a beaucoup qui étaient très profondes, très philosophiques, vraiment genre sur l'intelligence artificielle, sur l'avenir du monde, sur la décroissance, sur la situation géopolitique du monde, etc. Donc c'est tout des questions que j'ai trouvées vraiment très pertinentes. J'ai du mal à avoir un avis comme ça spontané et je pourrais pas vous y répondre face cam maintenant. Par contre j'ai plutôt noté ces questions quelque part et je me suis dit que j'en ferais sûrement un sujet de vidéo longue pour pouvoir argumenter un peu. Sans transition maintenant, on va commencer avec la plus grosse thématique de questions qui m'a été posée, donc c'est à propos de tout ce qui concerne YouTube. Caro, quels sont tes projets avec cette chaîne YouTube? Comment est-ce que tu envisages le développement de ta chaîne et de tes réseaux de manière générale? Alors pour être honnête, je m'attendais tellement pas à avoir des projets avec YouTube, rien que de lire ça me fait encore bizarre parce que c'est super récent. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancée sur YouTube en novembre 2024, donc c'est vrai que c'est très récent. Si j'ai décidé de faire ça, c'est tout simplement parce que j'avais des choses à dire et j'ai choisi un sujet qui me passionnait, donc en l'occurrence c'était la finance et les investissements. Maintenant en ce qui concerne les projets, j'ai beaucoup de mal à me projeter, en fait j'ai beaucoup de mal à savoir où va me mener tout ce travail sur YouTube. Comme vous le savez, c'est mon activité principale, donc j'ai envie de la développer, j'ai envie de me lancer pourquoi pas dans d'autres formats, dans des formats interviews, dans des documentaires, dans des choses qui sont un peu plus approfondies. Ce que j'aime bien aussi, c'est essayer de garder ce côté authentique. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais le fait que je crée moi-même mon contenu, que je l'édite, que je le monte, que je fasse tout toute seule, je pense que c'est aussi ça qui me transmet ma personnalité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pareil avec les miniatures, je sais qu'elles sont pas parfaites, je sais que c'est pas forcément ce qui va attirer le plus de clics, qui va ramener le plus de monde sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui me ressemble et c'est vrai que j'aime beaucoup cette partie-là de création sur YouTube. J'aime bien écrire mes scripts, j'aime bien tourner, j'aime bien vous parler, répondre en commentaire. Je sais pas si ça répond bien à la question, le principal c'est que j'aime ce que je fais et que je compte bien évidemment essayer de développer ça. Et si possible, même si je change les formats et même si à un moment donné je passe par un monteur, je passe par un media maker, etc., j'aimerais vraiment essayer de garder cet aspect-là authentique. Des fois sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chaînes qui se ressemblent les unes les autres et qui perdent un peu finalement de leur personnalité. Donc moi j'aimerais bien essayer de garder quelque chose qui me ressemble. En ce qui concerne les autres réseaux, je suis en train de développer Instagram, mais là c'est vraiment un nouveau milieu pour moi, j'ai encore un peu de difficulté à trouver des contenus qui marchent et qui soient vraiment utiles pour vous. Mais ça aussi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que Instagram c'est un côté un petit peu plus intimiste, où je peux aussi échanger avec vous en message et c'est quelque chose qui me manquait on va dire sur YouTube. Et par rapport à TikTok, je suis pas trop fan de cette plateforme si je suis tout à fait honnête avec vous. C'est juste que je l'ai lancé aussi en parallèle en me disant que éventuellement ça pourrait ramener du monde sur ma chaîne YouTube, mais sans plus que ça, j'ai pas particulièrement de projet par rapport à TikTok. On passe à la question suivante, combien de temps passes-tu à créer chacune de tes vidéos? Longtemps, voilà, très très longtemps. Je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Pour l'instant, comme vous l'avez compris, je ne délègue rien, c'est-à-dire que pour faire un script, ça me prend en général 4 à 5 heures quand c'est un script qui demande des recherches. Je fais quand même assez attention aux sources que j'utilise à chaque fois dans mes vidéos. En ce qui concerne le montage, donc c'est évidemment la partie qui me demande le plus de temps et je pense qu'en moyenne, je suis à 20-25 heures de montage par vidéo. Ça peut paraître énorme, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a plein d'étapes dans le montage d'une vidéo et c'est très très long. La moindre animation demande énormément de temps et de travail. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mais qui honnêtement me coûte pas mal en termes de temps, de travail, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'accepte de déléguer cette partie-là. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là aussi, c'est que quand on est assez perfectionniste et assez rigoureux dans son travail, on a beaucoup de mal à accepter que des gens participent à ça finalement, et je sais que c'est contre-productif parce qu'on a besoin d'aide dans la vie et je pense qu'il faut savoir l'accepter, mais j'y travaille. Comptes-tu proposer à un moment donné des formations en ligne, créer une marque, vendre des produits, etc. Honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense, mais pour moi, l'offre de formation qui est actuellement disponible sur les réseaux et sur internet de manière générale est déjà très complète. C'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément de venir rajouter encore une formation au panel
panel existant. Et puis pour être tout à fait transparente avec vous, je n'ai jamais suivi de formation de ce type-là, donc je me vois mal vous proposer quelque chose. Mais par contre, ce que j'aimerais bien essayer de proposer un jour, c'est plutôt du coaching one-to-one, où je vais essayer d'analyser votre situation personnelle pour vous donner des conseils qui soient vraiment ciblés. Et là, pour le coup, il faut que je termine mes cours, parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais j'ai repris l'école en finance. Et là, c'est pas une formation en soi, c'est vraiment un cursus d'école supérieure. Et donc, j'attends d'avoir le diplôme qui est reconnu par l'État pour pouvoir délivrer du conseil personnalisé. Le truc, c'est que je suis aussi en pleine structuration de mon entreprise sur YouTube et que du coup, je consacre pas du tout 100% de mon temps aux cours. Du coup, je peux pas vous donner d'échéance sur à quel moment je pourrais enfin délivrer du conseil. En tout cas, ça fait partie de mes projets, mais plutôt sur le long terme. Combien gagnes-tu avec ta chaîne YouTube et comment une petite chaîne de 20 000 abonnés dans un domaine aussi niche peut-elle vivre de YouTube? Alors ça, c'est une question hyper intéressante et pareil que vous avez été hyper nombreux à me poser. Alors je vais vous répondre parce que moi, comme d'habitude, je suis pas ici pour cacher les chiffres ou quoi que ce soit. Donc après avoir créé ma chaîne en novembre 2024, j'ai été monétisée pour la première fois, je crois, en janvier 2025. Je vérifie, mais oui, c'est ça. Pour mon premier mois en janvier, j'avais pas été énormément payée, mais pour moi c'était déjà juste incroyable de pouvoir vivre de la création de contenu et je crois que j'avais reçu mon premier virement de 200 et quelques euros. Je pense que je vous ferai carrément une vidéo sur mes revenus YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution, voir exactement les statistiques de ma chaîne parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Mais je vais pas vous refaire tout l'historique, en tout cas juste pour vous dire qu'aujourd'hui je génère en moyenne entre 700 et 900 euros par mois de revenus AdSense, donc de revenus publicitaires. C'est énorme, en tout cas moi je trouve ça énorme, mais c'est quand même pas assez pour se faire un salaire et c'est aussi pour ça que quand on est créateur de contenu, on a besoin de diversifier ses sources de revenus. Au début c'est quelque chose qui m'enchantait pas trop de devoir faire des partenariats, puis j'ai fini par l'accepter parce que je me suis dit que c'est un peu la contrepartie. On propose du contenu qui est entre guillemets gratuit dans le sens où ça vous coûte rien, mais la contrepartie de ça, c'est qu'il y a des publicités dans les vidéos et c'est qu'il y a des placements de produits de temps en temps. Et moi du coup, pour vous expliquer un peu comment je gère mes partenariats, alors je dirais que dans 90% des cas, c'est les marques qui vont me contacter directement et qui vont me faire des propositions. Ensuite, on va échanger ensemble et on va voir comment adapter ça. Je ne dis oui qu'aux marques que je connais et pour lesquelles j'ai eu des retours positifs parce que j'ai pas envie de me lancer dans de la promotion de contenu que je pourrais regretter plus tard. Malheureusement, ça peut arriver. Il y a des créateurs de contenu que je connais qui ont déjà regretté certains partenariats et comme tout le monde, on peut faire des erreurs. Moi, j'essaie au maximum d'éviter ça et c'est pour ça que je suis quand même assez sélective. Malgré tout, il faut quand même que j'arrive à me créer un revenu qui soit suffisant et donc il faut que j'accepte de temps en temps de faire des partenariats et des collabs. Et pour vous donner une idée, maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo, donc là on est début août, je me génère approximativement un petit peu plus qu'un SMIC, on va dire, entre les revenus partenariats et les revenus publicitaires sur mes vidéos. Oui, c'est clairement beaucoup moins que ce que j'avais quand j'étais ingénieur, on va pas se mentir. Maintenant, moi j'ai aussi droit à l'ARE, donc c'est l'équivalent du chômage parce que j'ai travaillé pendant assez longtemps avant et que j'ai eu droit à une rupture de période d'essai de mon ancien travail. Voilà, j'ai pas de tabou avec vous là-dessus, je préfère être transparente sur toutes mes sources de revenus, mais grâce à ce complément chômage, j'arrive à retrouver quasiment le salaire que j'avais avant en tant qu'ingénieur, donc c'est quand même plutôt chouette. Ce qui se passe, c'est que plus je génère de revenus, moins j'ai de chômage en contrepartie, c'est totalement logique, et c'est pour ça qu'une petite chaîne de 20 000 abonnés arrive à vivre de ses revenus YouTube, c'est aussi en partie grâce à ça. Et l'autre facteur qui a aussi été déterminant dans ma reconversion, c'est le fait que j'ai un mari, tout simplement. J'ai une certaine stabilité financière et émotionnelle à côté de moi, et clairement ça, je peux pas le nier, ça a un impact considérable. Je sais très bien que pour ceux qui sont tout seuls et qui n'ont pas ce pilier-là dans leur vie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quelque chose dont je suis bien consciente en tout cas. On rentre dans une question un petit peu plus personnelle, comment as-tu rencontré ton mari? Alors au moment où je m'y attendais le moins, pour être honnête, pour tout vous dire, on a fait une classe préparatoire ensemble, donc à la sortie de notre bac, sachant qu'on se connaissait pas du coup avant de rentrer en études sup. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était exactement dans la même promo et qu'en plus de ça, on était voisins de rue parce qu'il était dans l'immeuble juste en face du mien. Moi, sur le coup, quand je suis rentrée en prépa, je m'étais clairement dit, ces 2 années-là, ça va être full études et je vais pas accorder de temps à ma vie perso. Et finalement, c'est tout le contraire que j'ai fait puisque j'ai passé énormément de temps avec mon futur mari. On a appris à se connaître, on a fait beaucoup de voyages, on a tout de suite développé une certaine complicité. Alors c'était pas le coup de foudre tel qu'on l'imagine, c'était juste une relation qui était construite, travaillée. Ce que j'ai vraiment trouvé génial avec lui, c'est qu'on avait énormément de points communs et énormément de différences à la fois. C'est ce qui fait que je pense on est aussi complémentaires l'un et l'autre. Et aujourd'hui ça fait bientôt 7 ans qu'on est ensemble et comme vous le savez on s'est mariés l'an dernier. Comment aurais-tu fait si ton copain ne pensait pas du tout comme toi en termes d'investissement et n'acceptait pas ton travail sur les réseaux? Alors cette question je l'ai trouvée assez intéressante. J'ai commencé à m'intéresser aux investissements il y a un peu plus de 3 ans avant qu'on se marie du coup. Au début c'était pas forcément quelque chose qui l'intéressait plus que ça, mais il était assez attentif, il était assez ouvert d'esprit là-dessus et finalement c'est quelque chose qui l'a intéressé tout autant que moi, voire plus que moi dans certains
domaine. Aujourd'hui, on est très complices là-dessus parce qu'à chaque fois qu'on doit penser en termes d'investissement, on raisonne ensemble, même si on garde quand même évidemment chacun individuellement nos placements. Et par rapport à ce que je fais sur les réseaux, là encore, c'est difficile à dire parce qu'en fait, il m'a toujours soutenue dans quasiment tous mes projets, hein, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre. J'ai un mari qui est très ouvert d'esprit, très compréhensif. Et si c'était quelqu'un qui dépensait énormément son argent et qui n'était pas dans ce mode de vie, je suis pas sûre que ça l'aurait fait non plus. Et je pense que là, je me serais même pas rapprochée de lui initialement en fait, parce que même quand j'étais pas dans les investissements, j'étais quelqu'un qui vivait très simplement et c'était pareil pour lui. Et je pense que ça fait partie des valeurs un peu fondatrices d'un couple, en tout cas c'est ma vision des choses évidemment. Avez-vous pour projet de fonder une famille avec ton mari? Alors ça c'est la question à 1000 € qui m'a été posée 1 millier de fois sur Instagram. Donc je vais pas vous mentir ni tourner autour du pot, oui on aimerait bien fonder une famille, ça fait partie de mes rêves d'enfant, d'être maman et d'avoir mon foyer, et d'avoir cette petite vie familiale tranquille. Et puis je pense que ça devient vraiment concret quand on rencontre la bonne personne avec qui se projeter et qu'on se marie et que les choses deviennent concrètes. J'ai pas d'annonce à vous faire ni de date à vous donner. Ce que je peux vous dire c'est que ça viendra quand ça viendra et qu'on prendra ce que la vie a à nous donner. Quels investissements faut-il prévoir pour l'arrivée d'un enfant et est-ce que tu penses qu'il faut se préparer financièrement? Écoute, nous on ne s'est pas vraiment posé la question plus que ça. On n'a pas mis en place un investissement particulier pour préparer l'arrivée d'un enfant. Après je vous dis ça mais voilà, je suis pas encore maman, ça m'est jamais arrivé et peut-être que dans quelques années ça changera. Ce que je peux vous dire c'est que je pense que c'est important d'avoir les ressources nécessaires pour élever un enfant, donc les ressources financières. Après pour moi l'argent n'est pas non plus un motif d'attente on va dire, parce que là je considère déjà par exemple que j'ai les moyens suffisants d'élever un enfant alors que je suis en début de carrière et que j'ai pas forcément des centaines de milliers d'euros de côté. Mais chacun sa vision là-dessus, je sais qu'il y en a qui aimeraient attendre d'avoir une maison, d'être bien installé, d'avoir un salaire confortable etc. et j'entends tout à fait. En tout cas c'est pas ma vision des choses et j'attendrai pas d'avoir atteint tout ça dans ma vie pour réfléchir au projet enfant. Ensuite, prochaine question, comment est-ce que vous gérez votre vie financière en couple? Alors justement, c'est très bien que vous me posiez la question parce que figurez-vous que j'ai réussi à convaincre mon mari de faire une vidéo avec moi pour qu'on puisse vous parler de notre vision financière et de nos investissements à deux. Je pensais pas qu'il allait accepter, mais il était plutôt d'accord avec cette idée, donc je suis super contente. Ça veut dire que vous allez pouvoir rencontrer mon mari dans une interview qu'on va faire ensemble. Je prévois ça pour d'ici quelques mois, donc abonnez-vous si jamais ce genre de contenu vous intéresse. Je trouvais ça intéressant de vous montrer aussi le point de vue de quelqu'un d'autre sur ma chaîne et qui est en l'occurrence l'homme qui partage ma vie, pour que vous vous rendiez compte des visions similaires ou différentes qu'on peut avoir sur certains sujets. Et je profiterai de cette vidéo là pour vous dire comment on s'organise en termes de budget et de gestion globale des finances au sein du couple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau là depuis ma dernière vidéo budget. Donc j'espère que ce genre de contenu vous plaira. En tout cas maintenant que je vous l'ai annoncé, j'ai plus trop le choix, va falloir que je le fasse, mais c'est plutôt une bonne chose. Comment gères-tu tes amitiés sachant que tu vis de manière très créative et n'as-tu pas trop de remarques à ce sujet là? Je trouve la question assez originale et pour tout vous dire, je pense que la plupart de mes amis n'en ont rien à faire de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Alors je dis pas ça ni en mal ni en bien, je pense que factuellement ils sont assez neutres vis-à-vis de ça. Au mieux on va dire que ça va les intéresser, je vais avoir pas mal de questions sur comment je prépare mes vidéos ou même des questions sur carrément le fond, c'est-à-dire mes investissements tout court. Et au pire, c'est quelque chose qui ne fera même pas l'objet d'un sujet de discussion. Après pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai toujours été très solitaire dans la vie. Je dis pas que j'ai jamais eu d'amis parce que c'est pas le cas, j'ai quand même un bon entourage on va dire. C'est juste que je suis pas le genre de personne qui va partir en vacances avec ses amis, qui va les voir plusieurs soirs par semaine. Je suis pas non plus le genre de personne à envoyer régulièrement des messages pour savoir comment tu vas. Ça c'est clairement pas moi. Je pense que ce qui a joué dans cette partie-là de ma personnalité, c'est le fait que j'ai rencontré mon copain très tôt, parce que je l'ai rencontré, j'avais à peine 18 ans. Pour autant, j'adore mes amis, j'adore passer du temps avec eux, mais c'est vrai que je vais pas attendre d'avoir leur avis sur ce que je fais pour passer à l'action, on va dire. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que mes amis sont ceux qui me suivent un petit peu dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est les personnes qui vont s'abonner à moi, mais qui vont rarement liker, qui vont rarement commenter, partager, etc. Donc je pense que c'est surtout une histoire de curiosité, et je pense que naturellement, on aime bien savoir ce que les gens qu'on a fréquentés deviennent, mais on n'est pas forcément intéressé plus que ça par leur production. Je vous dis pas que ça me fait forcément de la peine ou quoi, hein. Au contraire, moi ce que je me dis c'est que je fais du contenu pour des gens qui aiment vraiment le fond de mon contenu et pas pour des likes, pour des vues, des commentaires, etc. Je préfère avoir vraiment une communauté engagée de gens que je connais pas mais qui aiment vraiment ce que je fais, plutôt que une communauté un petit peu superficielle qui est constituée de mes amis qui me suivent et qui regardent pas vraiment ce que je fais quoi. On passe maintenant à un autre registre. Quels sont tes projets immobiliers et est-ce que tu n'as pas peur des loyers impayés dans tes projets? Alors oui, on a des projets immobiliers pour l'avenir, ça c'est sûr. Après financièrement, pour être 100% honnête avec vous, on n'a pas envie de se réendetter tout de suite parce que du coup pour le contexte, on s'est déjà endetté une première fois pour notre premier appartement qui ne nous a pas coûté grand chose. Comme il s'autofinance, c'est pas vraiment une charge qu'on remarque chaque mois. Ensuite on a acheté notre deuxième appartement
appartement dans une région complètement différente et beaucoup plus cher, donc forcément ça a eu pour le coup un impact sur notre endettement. D'autant plus que comme c'est devenu notre résidence principale, on n'a aucun loyer qui rentre pour couvrir les dépenses. Et il se trouve en plus de ça que j'ai décidé de quitter mon CDI et de me lancer à temps plein en auto-entreprise et que les banques n'aiment pas du tout le statut auto-entrepreneur. Et je sais très bien que si on veut réemprunter à nouveau, ça va être très difficile. De base, on avait prévu de ne pas s'arrêter là et de réenchaîner avec un achat de 1 à plusieurs appartements dans la foulée. Mais comme j'ai eu ce changement de voie professionnelle assez soudain, finalement on a remis un peu en question nos plans parce qu'il faut savoir que quand tu es auto-entrepreneur, les banques te demandent de justifier tes 3 dernières années d'exercice. Moi, comme mon entreprise a été créée en novembre, autant vous dire que je pourrais pas les justifier tout de suite. Mon mari, lui, pour le coup, est encore en CDI, donc en soi ça passerait parce que rien qu'avec son salaire, on pourrait encore se réendetter un petit peu. Mais on a décidé de reporter un peu nos plans à plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser sur d'autres choses. On aimerait bien aussi, pourquoi pas un jour, acheter en société avec notre famille pour le côté un peu symbolique du truc et aussi parce que déjà en nom propre, pour l'instant, ce sera trop compliqué. Donc pourquoi pas, si on veut investir avant que je puisse justifier de mes 3 années d'exercice, pourquoi pas créer une société et essayer d'investir avec nos proches. Ensuite, j'ai reçu la question projet bébé ou projet immeuble. Alors c'est pas parce que je souhaite devenir maman et que j'envisage de fonder une famille que je souhaite mettre sur pause mes investissements et en particulier mes investissements immobiliers. Pour moi, c'est complètement compatible. Je compte bien évidemment continuer de travailler et continuer de faire tout ce qui me plaît même si je deviens maman. Alors évidemment, je pense que je serai beaucoup plus fatiguée et que mes projets vont mettre plus de temps, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Peux-tu nous faire un bilan de tes investissements depuis ta dernière vidéo? As-tu réajusté ta stratégie depuis le transfert de ton PEA? Donc oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait transférer mon PEA parce que de base il était chez Yomoni, une société de gestion en ligne que j'affectionne particulièrement d'ailleurs, mais j'ai décidé de le faire transférer chez Fortuneo qui est ma banque en ligne. Donc là il n'y a pas de partenariat. Si j'ai décidé de faire ce transfert là, c'est tout simplement parce que sur Yomoni il n'y a que de la gestion pilotée sur le PEA et que moi je voulais commencer à gérer librement mes placements sur PEA. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Fortuneo. Donc j'ai bien effectué le transfert et j'ai réajusté ma stratégie. Donc pour l'instant j'ai à peu près 80% de MSCI World et 20% de S&P 500. La raison qui fait que j'ai les deux, c'est que j'arrive pas à me décider pour l'instant entre l'un ou l'autre. Je me suis dit que c'est pas grave, il y aura une petite pondération en faveur des États-Unis dans mon portefeuille. Je pense pas que cette stratégie va rester comme telle indéfiniment. Je pense qu'au fur et à mesure que ma vie va évoluer, que mes objectifs vont changer, je vais réajuster cette stratégie. Et en ce qui concerne mon compte titre ordinaire, du coup, que j'avais déjà en gestion libre chez Trade Republic, je l'ai laissé chez Trade Republic parce que ça me convient très bien, c'est assez facile d'utilisation. Mais par contre, j'ai complètement arrêté d'investir sur des actifs que je pouvais trouver sur PEA et à la place, j'investis uniquement dans l'or. Et peut-être qu'à un moment donné, j'aurais envie d'intégrer de la diversification, mais encore une fois, ça fait partie des projets futurs. Que penses-tu du trading et est-ce que tu en fais? Alors ça va un peu avec la question précédente, je n'en fais pas pour l'instant. Est-ce que je prévois d'en faire? Honnêtement, je sais pas. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse, et je sais que mon mari s'y intéresse aussi et qu'il en fait un petit peu, mais c'est quand même quelque chose que j'imagine pour approximativement 5% de mon patrimoine et pas plus. J'ai pas du tout envie de constituer mon portefeuille comme ça. Encore une fois, c'est pas du conseil, c'est vraiment ma vision des choses. Tu as parlé de quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, rester fidèle à ses valeurs, quelles sont les tiennes? Alors ça, c'était une belle question, merci à la personne qui l'a posée. Mes valeurs, je pense qu'elles sont surtout familiales. Pour moi, la famille, la communauté, l'entraide au sein d'une même famille, je trouve ça absolument magnifique. C'est quelque chose qui résonne beaucoup en moi. J'ai vraiment ce sens-là de créer une communauté et de se soutenir ensemble, surtout que ma famille a toujours été là pour moi, ils ont fait énormément de choses pour moi. Donc voilà, ça c'était pour le côté familial, mais à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de valeurs environnementales. Ça rentre énormément en conflit dans ma tête avec tout ce qui est les investissements parce que forcément il y a des choses qui vont pas ensemble. Je fais des actions qui sont contradictoires et je pense qu'on est nombreux à être dans cette situation-là. C'est très difficile d'être 100% en accord avec ce qu'on pense malheureusement. J'essaye de l'être mais forcément il y a toujours des sujets qui sont un petit peu plus délicats que d'autres. Au-delà de ça, je suis végétarienne, mon mari est aussi végétarien, donc ça c'est une autre valeur qui nous tient beaucoup à cœur. Ma vision des choses, c'est que je ne suis personne pour faire culpabiliser qui que ce soit. Moi je fais ce qui me semble le plus juste et le plus facile à faire. En l'occurrence, ne pas manger de viande et ne pas manger de poisson, c'est assez facile pour moi, ça demande pas beaucoup d'efforts et pourtant je sais que ça a un impact énorme. Donc c'est le combat que j'ai décidé de mener, mais il y en a plein d'autres et on peut pas être parfait sur tous les points. J'enchaîne avec la prochaine question. Si tu gagnais 10 millions d'euros demain, qu'est-ce que tu changerais et n'as-tu pas peur d'atteindre finalement cette liberté financière? Alors, en réalité, je ne changerais pas énormément de choses, je pense. Alors après, c'est toujours compliqué de se projeter avec des sommes astronomiques comme ça. Comme je vous l'ai déjà
déjà dit à plusieurs reprises, je suis quelqu'un qui est très simple dans ma vie de tous les jours, je dépense très peu, je suis assez minimaliste. Je rentre pas non plus totalement dans ce courant-là, on va pas se mentir, mais disons que j'accumule pas des choses, j'ai pas cette tendance-là à accumuler. Ce que je ferais en premier avec ces sous-là, c'est m'acheter une maison, je pense, parce que là, on vit actuellement en appartement et je sais qu'on pourra pas se permettre de vivre en maison tout de suite. Je pense que ça fait partie de mes plus grands rêves, d'avoir une maison, d'avoir de la place, un jardin, un extérieur, d'être assez isolée parce que je suis clairement une fille de la campagne et pas une fille de la ville. Je pense qu'avec cet argent, j'en ferai énormément profiter mes proches aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir organiser des événements de dingue, offrir des restaurants à ma famille. Je pense que forcément, je voyagerai aussi un peu plus parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles cultures. Pour autant, je pense pas que je commencerai à voyager tous les 4 matins et en prenant systématiquement l'avion en business class. C'est pas, je pense, quelque chose que je ferais. Après, c'est difficile à dire tant qu'on ne le vit pas. Je pense que je ne partirai pas non plus vivre à l'étranger, en tout cas pas définitivement, parce que j'aime bien mon pays et j'ai besoin de cette attache-là avec mes proches. Et ensuite, non, ça ne me ferait pas spécialement peur d'atteindre la liberté financière parce que je sais que c'est quelque chose qui me permettra d'être plus sereine dans ma tête vis-à-vis de mes finances. Et c'est pas parce que j'aurai atteint cette liberté financière-là que je déciderai soudainement d'arrêter de travailler, parce que moi j'adore travailler, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Je pense que même si je le faisais pas pour l'argent, je le ferais pour d'autres causes, d'autres raisons. Donc pour être honnête, ça me fait pas spécialement peur. On continue avec la prochaine question. Quelles sont tes plus grosses erreurs en investissement? Il me semble que je vous en avais déjà un peu parlé dans la vidéo où j'ai fait le tour de mes investissements. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous la remettrai quelque part par là. Ma plus grosse erreur, pour être honnête, je pense que c'est d'avoir ouvert mon plan d'épargne retraite avec une conseillère en gestion de patrimoine, et je vais vous expliquer pourquoi. Très clairement, j'ai perdu beaucoup d'argent, on va pas se mentir, et c'est une conseillère qui m'a manipulée. Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire. Avant, je pense que j'étais encore un peu sous son emprise et que forcément, je n'osais pas vous dire face cam ce que je pensais. Depuis, la situation a changé et je me suis vraiment rendu compte de la manipulation dans laquelle je me trouvais. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai plus en détail ce qui s'est passé parce que je pense que ça peut vous aider si jamais un jour vous êtes confronté à une situation comme ça. Et où ça en est cette histoire? Là, je suis en train de faire transférer mon PER chez Lynxea, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une compagnie d'assurance. En tout cas, ils sont assez réactifs pour le transfert et c'est plutôt appréciable. Je pense que le PER n'était tout simplement pas adapté à ma situation. Je venais tout juste de passer la barre, vous savez, des 30% d'imposition, et en général, on dit que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se poser la question de l'ouverture d'un PER. Le truc, c'est que c'était pas vraiment indispensable dans ma situation parce que j'ai eu ces revenus-là que pendant un an et demi, et après, comme vous le savez, j'ai eu la reconversion professionnelle et tout ce qui s'ensuit. J'ai toujours été quelqu'un d'impulsif et d'assez instable dans mes décisions, donc j'aurais pu me douter que j'allais pas conserver mon CDI éternellement et qu'à un moment donné, j'aurais envie de faire autre chose d'un peu plus exotique. Et du coup, je me retrouve avec un placement qui ne m'est pas vraiment utile. Donc certes, ça me permet de réduire un peu mes impôts, mais c'est clairement pas optimal, on va dire. Le PER, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas le clôturer comme ça et qu'on est obligé de le clôturer pour un motif valable. Parmi les motifs, il y a notamment l'achat de la résidence principale, et donc je me suis dit que si mes revenus sont toujours aussi instables, c'est ce que je ferais. Je mettrais un terme à mon PER pour l'achat d'une résidence principale. Et sinon, c'est pour la retraite et pour se créer des revenus complémentaires tout simplement. Justement, ça m'emmène à la question d'après. Si tu devais changer un truc dans ton parcours d'investissement, ce serait quoi? À part ce petit quick de PER, je pense que je ne changerais pas grand chose. J'ai fait d'autres erreurs, hein. J'ai acheté pas mal d'actions et aujourd'hui qui ont perdu de la valeur. J'ai beaucoup trop diversifié sur tout un tas de supports et sur tout un tas d'actions et d'ETF qui finalement n'ont pas vraiment de sens pour moi. Mais comme je le dis souvent, c'est aussi avec ces erreurs-là qu'on apprend et qu'on se rend compte de ce qu'on a vraiment envie de faire. Si jamais je pouvais parler à la moi du passé, je pense que je lui dirais: n'essaye pas de vouloir aller partout, tout le temps, contente-toi vraiment des choses simples et tu verras que c'est ce que tu regretteras le moins. Parce qu'aujourd'hui, j'essaye vraiment de simplifier toutes les lignes de mon portefeuille. Je sais que pour certains, c'est dur à comprendre, parce que quand on débute, on projette un peu partout, on n'arrive pas à choisir, donc on se retrouve à acheter plein d'actifs différents. Aujourd'hui, j'ai une vision qui est beaucoup plus sage, entre guillemets, par rapport à tout ça, et j'ai envie d'épurer au maximum les lignes de mes investissements. On arrive maintenant à l'avant-dernière question, j'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que là ça va bientôt faire 1 heure que je filme. Quelle formation en finance as-tu suivi ou suis-tu actuellement et quelle formation recommanderais-tu à des débutants? Alors comme je l'ai un peu évoqué en introduction, je n'ai suivi aucune formation en tant que telle. La seule chose que je fais là, c'est que je me réoriente carrément, c'est-à-dire que c'est une formation qui est reconnue par l'État. Cette formation-là, je la fais avec l'organisme Studi, pour ceux que ça intéresse. Je peux pas encore vraiment donner mon avis là-dessus. C'est tout récent, ça fait que quelques mois que j'ai commencé, j'ai pas envie de vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je peux pas vous la recommander. Simplement vous dire
que c'est quelque chose qui est très adapté à ma situation parce que c'est en 100% e-learning distanciel et c'est à mon rythme. Par rapport aux autres formations, voilà, je recommanderais rien de particulier et encore moins aux débutants, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a plein de choses qui sont disponibles gratuitement sur internet, sur YouTube. Vous pouvez vous former éventuellement avec des livres si vraiment vous avez envie d'investir dans quelque chose, et je pense que les livres c'est une très bonne manière d'apprendre. À mon avis, il n'y a pas besoin de dépenser 2 ou 3 000 euros dans des formations quand on débute, que ce soit en bourse, en immobilier ou dans la finance en général. Après ça reste mon avis et peut-être que dans quelques temps je changerai d'opinion là-dessus. Par contre, si vous voulez vraiment vous spécialiser pour une raison ou une autre dans un domaine particulier, je sais pas moi, par exemple votre truc c'est les SCPI, vous êtes à fond là-dedans et vous voulez creuser le sujet, pourquoi pas éventuellement envisager des formations payantes et un accompagnement personnalisé. Après moi dans ces cas particuliers là je saurais pas quoi vous conseiller de particulier parce que je n'ai rien testé, de tout ce qui existe je n'ai absolument rien testé. Si j'ai envie de pouvoir donner du conseil et délivrer du coaching one-to-one comme je vous le disais au début, c'est vraiment pour donner du conseil indépendant et j'insiste là-dessus. Ça fait partie des choses que je reproche à ma conseillère en gestion de patrimoine, de ne pas avoir été indépendante et de m'avoir clairement recommandé une banque qui n'était pas adaptée à ma situation. Donc c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de reproduire à titre personnel dans ma vie professionnelle. J'aimerais donner vraiment du conseil neutre aux gens et leur apprendre à développer une vraie intelligence en termes d'investissement et pas à reposer uniquement sur les conseils et le savoir-faire de quelqu'un qui va vous recommander la banque de qui il est partenaire par exemple. C'est quelque chose que je trouve assez malsain de manière générale avec les conseillers en gestion de patrimoine. Encore une fois, ça reste mon avis, j'ai pas envie de faire culpabiliser qui que ce soit ou de faire des généralités qui seraient un peu déplacées, j'ai vraiment envie de vous faire part de mon ressenti, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. La dernière question à laquelle je voulais répondre pour clôturer la FAQ, c'est quelles croyances limitantes avais-tu sur l'argent et comment as-tu réussi à t'en défaire? Très bonne question, je la trouve assez intéressante. La première croyance limitante que j'avais, dont j'ai mis pas mal de temps à me défaire, c'est que c'était extrêmement risqué d'investir son argent. Je sais pas pourquoi, j'avais cette croyance-là que dès qu'on passait sur des plateformes autres que le livret A, tout de suite on se mettait énormément en danger, on prenait des risques qui étaient démesurés. J'ai appris avec le temps, à force de lire, à force de comprendre que y a un risque effectivement, il est réel, mais c'est un risque qu'on peut tout à fait mesurer et qui ne va pas mettre en péril toutes les sommes d'argent que je vais investir et pas brutalement comme j'imaginais. Comment j'ai réussi à me défaire de ça? Tout simplement en me lançant, en y allant. Au bout d'un moment j'ai ouvert des comptes, j'ai mis de l'argent dessus et puis je me suis dit on verra bien ce qui se passe. J'ai commencé avec des toutes petites sommes, j'ai commencé à investir 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et au bout d'un moment, j'ai compris que on pouvait totalement mesurer son risque et il suffisait de choisir les bons placements, évidemment. Dernière croyance limitante que j'avais, parce que finalement, j'en avais pas tant que ça, mais la deuxième, c'est que il fallait toujours que j'en apprenne plus et plus et plus avant de passer à l'action, je sais pas pourquoi. Je m'étais dit que j'en savais pas assez, qu'il fallait vraiment que je devienne une experte de la bourse et de l'immobilier avant d'essayer de faire mes premières recherches et de me lancer, alors que je me suis rendu compte, et ça je m'en suis surtout rendu compte avec l'immobilier, que le meilleur apprentissage c'est quand tu te lances vraiment et que tu te confrontes vraiment aux visites et aux agents immobiliers et à tout ce milieu-là un peu opaque. Le plus dur je pense que c'est vraiment ce passage entre j'arrête d'engranger des connaissances et je me lance vraiment dans le truc. C'est cette étape-là qui a vraiment été longue pour moi et compliquée et assez stressante, donc je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et là pour le coup ce qui m'a aidé c'est de regarder des vidéos d'autres youtubeurs qui se sont lancés, qui sont passés à l'action alors qu'ils avaient rien et pas beaucoup de connaissances. Ça m'a beaucoup aidé et pour le coup il y a beaucoup de ressources sur internet que vous pouvez consulter et moi j'espère avec mon contenu pouvoir justement être cette petite brique qui va vous permettre de passer à l'action. Voilà, à part ça, j'ai pas d'autres croyances limitantes pour être tout à fait honnête. Je pense que de manière générale, j'ai pas beaucoup de tabous avec l'argent, je suis assez à l'aise d'en parler. C'est pas un sujet qui m'effraie et c'est un sujet dont on a assez vite parlé dans ma famille, même si effectivement ils sont pas à fond dans les investissements. Même si de plus en plus, à force que j'entame des discussions avec eux, ils s'y mettent. Mais le fait de trouver des gens avec qui en parler, le fait de dédramatiser un peu la situation, forcément ça rend le sujet un peu plus accessible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette FAQ. J'ai pas répondu à toutes les questions, comme je vous disais, il y en a que je vais réserver pour des futures vidéos. J'ai vraiment essayé de répondre aux questions qui revenaient le plus souvent, désolée si jamais j'en ai oublié certaines. J'essaierai de refaire ça de temps en temps si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas du tout à quoi la vidéo va ressembler, donc j'ai hâte de passer au montage pour voir ce que ça donne, étant donné que, comme je vous disais, c'est la première fois que je ne scripte pas une vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler un peu plus librement, j'ai l'impression que je vous connais à force de faire des vidéos, donc je suis hyper contente. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à bientôt.